Donc Clément Cormy, je suis doctorant en informatique à l'Université de technologie de Troyes. Et je travaille sur ce qu'on appelle la mention SST, donc système sociotechnique, pardon. Donc c'est la manière dont les hommes collaborent en utilisant la technologie. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier qui me prédestinait pas du tout à faire de l'informatique, ostéopathe de formation. J'ai une formation ensuite en gérontologie et j'ai fait le master recherche en médecine palliative qui a vraiment servi de tremplin à mes travaux de recherche en doctorat. Donc c'est le master là que vous pouvez voir mentionné en bas de l'écran. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis doctorant à l'Université de technologie de Troyes et financé par le centre hospitalier de Troyes. Donc la problématique sur laquelle j'ai travaillé, c'est donc la suivante. Les outils de télémédecine peuvent-ils contribuer à la prise en charge palliative en EHPAD? Parce que finalement, la télémédecine, à travers différents plans, à travers différents investissements, différents programmes nationaux, a été largement subventionnée. Elle est arrivée massivement en EHPAD au cours des dernières années, sur des indications finalement qui faisaient assez consensus, notamment en dermatologie, en plé-cicatrisation, etc. Mais voilà, qu'en était-il des soins palliatifs et est-ce que les équipes mobiles, notamment de soins palliatifs qui intervenaient en EHPAD, pouvaient trouver un intérêt quelconque à l'utilisation de la télémédecine? Donc la méthodologie de cette étude est la suivante. Donc c'était une étude qualitative en 2 étapes. Donc premièrement une observation non participante parce que je n'avais jamais travaillé en unité de soins palliatifs ni avec des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc j'ai réalisé 3 jours d'observation du fonctionnement d'une équipe mobile de soins palliatifs. Une équipe mobile de soins palliatifs donc située dans les Hauts-de-France avec 2 activités, une activité intra-hospitalière et extra-hospitalière, donc avec des EHPAD justement. À la suite de cette observation non participante, j'ai réalisé 7 focus group avec des équipes mobiles de soins palliatifs entre donc juin et juillet 2019, qui étaient donc réparties un petit peu sur toute la moitié nord du territoire français. Pour analyser les résultats de ces focus group, donc on a réalisé ce qu'on appelle une analyse thématique. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, vous avez la référence du papier qu'on a utilisé. La particularité, c'est que ce travail s'est inscrit donc au cours de l'année de Master 2 recherche en médecine palliative et que finalement, l'idée de ce master, c'est de créer une petite équipe de recherche. Donc, je remercie Marie Petit, donc MP ici, et Gia, Julie Auclair, qui sont toutes les deux médecins de soins palliatifs et qui ont participé à la triangulation des données et également à la rédaction du protocole. Pour la partie donc technique, 7 focus group ont été réalisés et on s'est rendu compte en analysant les données à partir de ça. Clément, on t'a pas entendu pendant 2 minutes. Ah, d'accord. Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais voilà, je pense que là, ça y est, c'est bon. On t'entend à nouveau. Peut-être tu peux reprendre 2 minutes en arrière ou juste 1 minute. Alors, super. Je vais désactiver ma caméra au cas où et je la remettrai pour les questions. Donc, okay. Sur le plan méthodologique, donc 2 parties, une observation non participante, une partie avec des focus group, 7 focus group réalisés plutôt dans la moitié nord de la France, mais dans des régions complètement différentes. Une analyse thématique des données avec donc la bibliographie qu'on a utilisée qui est présentée juste en dessous. Une triangulation des données qui a été réalisée avec Marie Petit et Julie Auclair dans le cadre du master recherche en médecine palliative et dans le champ de la fin de vie, où l'idée c'était de monter une petite équipe de recherche. Donc elles ont vraiment participé et d'interagir sur les projets de tout le monde. Et donc elles ont participé notamment à la rédaction du protocole et à la triangulation des données et plus tard à la valorisation des résultats. Donc aujourd'hui, mais aussi à travers un article qui est en cours de publication.
en analysant les données, on s'est rendu compte qu'on avait une saturation des données au niveau à peu près du cinquième focus group. Alors, je vous présente rapidement les 5 actes de télémédecine parce que les focus group commençaient par ça, parce que finalement, c'est pas quelque chose dont les gens sont forcément familiers. Donc, il y a la téléconsultation. La téléconsultation, c'est de la consultation à distance. Vous avez d'un côté un médecin et de l'autre côté, vous avez un patient. Ce patient, il peut être tout seul ou il peut être accompagné d'un autre soignant, donc d'un autre médecin ou d'un infirmier ou d'un autre auxiliaire de soins en fonction de ce dont on a besoin. La téléexpertise, c'est une expertise entre deux professionnels de santé. Là, le patient n'est pas présent. C'est finalement le coup de fil que les médecins ont l'habitude de passer. Voilà, je suis médecin généraliste, j'ai besoin d'un avis de cardiologie, je prends mon téléphone et je passe un coup de fil à mon ami cardiologue. Voilà, c'est donner un cadre légal finalement à cette pratique. La télésurveillance, c'est le fait d'utiliser des outils connectés qui vont permettre de recueillir des données et de les interpréter à distance. Deux moyens d'analyser ces données, soit de manière synchrone, donc c'est-à-dire au fur et à mesure qu'elles arrivent. Par exemple, mon patient a une insuffisance cardiaque, il va se peser sur une balance connectée, il a pris du poids, donc potentiellement son insuffisance cardiaque est moins bien gérée. Du coup, ça me déclenche une alerte, moi en tant que médecin, je le rappelle pour la prendre en charge, pour adapter son traitement. Ou de manière asynchrone, par exemple les lecteurs de glycémie qui permettent, quand vous revoyez votre diabétologue, de faire un point sur votre suivi glycémique. La téléassistance, c'est le fait pour un professionnel d'apporter son aide à distance à un autre professionnel dans la réalisation d'un acte. Et la télérégulation, donc c'est la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de l'activité des centres 15. Donc lorsqu'on appelle le SAMU, aujourd'hui, c'est considéré comme un acte de télémédecine. Alors, si on commence à parler des résultats, donc là, on va parler vraiment à partir des 5 pratiques dont je vous ai parlé juste avant, finalement, quelles sont les pratiques qui pouvaient être intéressantes pour les équipes mobiles de soins palliatifs. La télésurveillance, elles m'ont tout de suite dit que c'était pas du tout pour elles. La télésurveillance, avoir des données de capteurs en temps réel de données de santé de leurs patients, bon, pas d'intérêt, sauf j'ai quand même 2 équipes mobiles de soins palliatifs qui ont souligné l'intérêt des PCA de morphine connectés qui du coup pouvaient notamment renseigner sur le niveau de souffrance pour adapter l'analgésie des patients, etc. Donc ça, c'était la seule indication un peu à la marge de la télésurveillance, mais sinon, voilà, ça ne fait pas partie des pratiques que les équipes mobiles se voient mettre en place. La télérégulation non plus, parce que du coup, le boulot des équipes mobiles, c'est plutôt d'anticiper les prises en charge, donc de se retrouver à faire de la consultation d'urgence comme de faire le SAMU des soins palliatifs, c'est pas quelque chose qu'elle se voyait faire. La téléconsultation, c'est quelque chose qui est envisageable, mais sous certaines conditions. Et c'est ce que je vais vous détailler un petit peu plus tard. C'est envisageable sous certaines conditions. Pourquoi pas, mais en gardant quand même quelques réserves. Et la téléexpertise et la téléassistance, par contre, ce sont des pratiques que les équipes mobiles de soins palliatifs se voient complètement faire. Alors la téléexpertise, pourquoi? Parce que finalement, elles ont l'impression de déjà en faire, puisque aujourd'hui, elles sont contactées par téléphone et qu'elles donnent des avis téléphoniques. Donc finalement, de la téléexpertise, pour elles, ça change pas grand-chose. Et de la téléassistance, les équipes mobiles de soins palliatifs trouvent ça très intéressant sur 2 choses, l'évaluation de la douleur et l'accompagnement, par exemple, sur des soins de nursing, sur des toilettes douloureuses, des mobilisations qui peuvent être douloureuses. Voilà, elles imaginent que avec une station de télémédecine qui permettrait de filmer l'acte, de derrière guider les équipes en EHPAD pour une réalisation plus confortable de ces actes-là. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous le détailler après, mais de tous ces focus group, finalement, on en a sorti un diagramme qui nous a permis d'ordonner les situations plutôt défavorables à l'utilisation de la télémédecine, donc
celles qui sont à gauche, et les situations qui sont plutôt favorables à l'utilisation de la télémédecine. Je me rends compte qu'il y a une petite coquille à droite sur mon schéma, je m'excuse. Alors, si on fait un zoom étape par étape de ce diagramme, voilà. Donc, quand ça sonne côté équipe mobile de soins palliatifs, eh bien finalement, on se rend compte qu'il y a deux types de motifs d'appel. Des motifs qu'on a plutôt classés comme étant des motifs psychosociaux, et à l'inverse, donc à l'autre bout, des motifs plutôt biomédicaux. Alors, je vais pas vous mettre des verbatims à chaque fois, mais parce que ça serait trop long. Mais je vais juste vous en citer deux, ça permettra un petit peu d'illustrer mon propos. Donc, sur le versant psychosocial, donc l'équipe mobile de soins palliatifs numéro 1 me dit: en général, c'est toujours une situation qui leur pose des difficultés. C'est souvent une situation avec une famille qui a du mal à comprendre le stade évolué de la maladie, de la démence. Et c'est certainement eux qui ont du mal à expliquer et à clarifier les choses avec cette famille. Voilà, donc ça, c'est des motifs d'appel d'équipe mobile de soins palliatifs. Donc les pas d'appel parce que c'est compliqué de faire passer l'idée avec la famille du résident que on entre en situation palliative et que c'est la fin des thérapeutiques actives, etc. À l'autre bout, le motif biomédical, l'équipe mobile de soins palliatifs numéro 2 me dit ça peut être sur des prises en charge palliatives pures, avec des patients en phase terminale de cancer ou des choses comme cela. Ils sont symptomatiques, avec des douleurs mal tolérées, mal gérées, mal équilibrées. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous illustrer les deux types de motifs. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, c'est que tout n'était pas soit blanc, soit noir, et que c'est pas toujours parfaitement possible de classer les motifs d'appel soit dans la case psychosociale, soit dans la case biomédicale. Et dans ces cas-là, on en discutera un petit peu plus tard. Si on se situe donc plutôt sur la partie gauche du diagramme, donc une fois que l'EHPAD a appelé pour un motif psychosocial, on se retrouve face à trois situations. Un motif psychosocial qui concerne exclusivement le patient, qui nécessite un échange avec le patient, par exemple ce qu'on peut parfois appeler une souffrance psycho-existentielle, ou alors c'est un échange avec la famille, ou alors c'est un échange avec les professionnels. Donc, à gauche, un motif psychosocial un appel pour un motif psychosocial avec le patient, c'est la situation la plus défavorable à l'utilisation de la télémédecine qu'on a pu identifier. Et puis en se décalant, avec la famille, ça peut être un peu plus intéressant, et avec les professionnels, encore un petit peu plus intéressant, encore un petit peu plus adapté. Avec les professionnels, ensuite, on a été obligé de dichotomiser et de dire que d'un côté, il y avait les discussions de groupe, et de l'autre côté, il y avait les discussions face à un interlocuteur unique. Et là, c'est pas une question du motif en lui-même, c'est une question d'organisation. Avoir plein de gens qui sont connectés derrière un écran, avec plusieurs personnes qui veulent donner leur point de vue, plusieurs personnes qui veulent intervenir, c'est beaucoup plus compliqué à imaginer et à mettre en place qu'une intervention avec un interlocuteur unique. Donc, si on passe de l'autre côté, au niveau des motifs biomédicaux, donc pareil, on a dichotomisé motif biomédical qui nécessite une interaction avec le patient ou motif biomédical qui nécessite une interaction avec les professionnels. Et là, pareil. Ensuite, on voit que l'arbre s'étoffe un petit peu. Donc, avec le patient, on fait une distinction sur une première consultation ou sur une consultation de suivi. Pour illustrer un petit peu, les équipes mobiles, globalement, ne se voient pas du tout faire une première consultation à distance avec un patient qu'elles ne connaissent pas du tout. L'équipe mobile de soins palliatifs numéro 6 me dit par exemple, moi ce qui me pose question, c'est est-ce que ces actes-là, on les fait sans avoir vu le patient une première fois physiquement? Moi je vois plus ces outils-là dans les suivis. Je ne me vois pas faire ça sans voir le patient une première fois. Voilà, donc vraiment c'est répété plusieurs fois et par toutes les équipes mobiles de soins palliatifs qu'on a pu rencontrer. Il y a une vraie distinction entre première consultation et consultation de suivi. Pardon.
Sur la première consultation, on peut encore faire une distinction supplémentaire entre les consultations qui sont programmées et les consultations dites en urgence, les consultations qui ont parfois été qualifiées d'appel pompier, l'appel du vendredi soir 16h30, où finalement le week-end on sait que dans l'EHPAD on va être limité d'un point de vue professionnel disponible et que du coup on a besoin de mettre des choses, alors parce qu'on les a pas anticipées plus tôt dans la semaine ou plutôt dans les semaines qui ont précédé, mais en tout cas voilà, on se retrouve dans une situation d'urgence. Donc les consultations programmées, finalement un petit peu moins d'intérêt de les faire à distance parce que justement si on anticipe correctement, si elles sont programmées suffisamment en amont, ça laisse le temps à l'équipe mobile de s'organiser pour pouvoir intervenir. À l'inverse, donc dans les situations dites d'urgence entre guillemets, là, ça a tout son intérêt de pouvoir la faire à distance puisque ça permet d'offrir une réponse plus rapide. Sur les consultations de suivi, deux situations. D'une part, les situations complexes et les situations simples. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à investiguer parce que finalement, de réussir à décrire ce qu'est une situation complexe ou une situation simple, on n'y est pas parvenu là dans le cadre de cette étude, mais c'est des mots qui sont sortis. Voilà, on nous a dit oui, mais parfois c'est complexe et ça on ne voit pas le faire à distance. Ah non, ça par contre c'est simple et du coup pas de problème, on peut le faire à distance. Voilà. Donc, pour vous donner la vue d'ensemble sur le diagramme qu'on a construit, donc voilà, toujours avec la même petite coquille, excusez-moi. Donc ici, là, sous mon pointeur, c'est les situations plutôt favorables à l'utilisation de la télémédecine. Alors, il y a d'autres choses qui sont sorties de ces résultats, c'est qu'il y a des facteurs qui semblent influencer profondément l'utilisation de la télémédecine. Ça veut dire que même si je me situe ici, dans la situation, dans le cas le plus optimal, il y a quand même des choses qui vont influencer plutôt négativement de la manière dont elles ont été présentées, mais la réalisation d'une téléconsultation. Par exemple, un patient en phase agonique. Les problèmes d'organisation, de manque de personnel, de ressources disponibles, de formation, les relations qui préexistaient entre les EHPAD et les équipes mobiles. Donc, si on avait l'habitude de travailler ensemble sans la téléconsultation et que nos prises en charge se passaient bien, dans ces cas-là, beaucoup plus facile de le faire à distance. Le sens, l'objectif, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans les échanges. OK pour une téléconsultation, mais par contre, il faut qu'on se fixe des objectifs clairs avant le début de la téléconsultation, avant le début de la prise en charge. Ensuite, donc, ce qui peut influencer l'utilisation de la télémédecine, c'est aussi la technologie, la technique. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de connexion? Est-ce que tout le monde est suffisamment formé? Est-ce que le matériel est suffisamment adapté? Et ensuite, une catégorie qu'on a appelée politique publique, mais au-delà de ça, c'est plutôt les attentes de la part du régulateur, donc des ARS, au niveau national du ministère, etc. Parce que toutes les équipes mobiles de soins palliatifs ont bien insisté sur le fait qu'on était en manque de personnel, en manque d'équipes mobiles, et que ça ne pouvait pas se substituer à tout. Et qu'à un moment, s'il n'y avait pas de médecin de toute façon à mettre derrière la caméra, la téléconsultation ne servait à rien. Voilà. Donc ça, c'est le schéma, c'est le diagramme finalisé, donc avec les différentes situations, de la plus défavorable à la plus favorable, en mettant du coup ces fameux facteurs qui viennent influencer notre petite jauge en bas. Mais le plus important pour eux, c'est une fois qu'on a fait notre téléconsultation ou notre acte de télémédecine, est-ce que le problème pour lequel on a été appelé a été réglé? Si oui, si le problème a été complètement réglé, du coup, fin de prise en charge. Si par contre le problème n'a pas pu être complètement réglé à distance, là, ça déclenche un déplacement de l'équipe mobile de soins palliatifs. Alors, les limites de notre étude, d'une part, la sélection des équipes mobiles, parce qu'elles n'ont pas été standardisées. Donc, on a des équipes mobiles qui ont un très très grand territoire, on en a d'autres qui ont un territoire beaucoup petit, on a des équipes mobiles plutôt urbaines, des équipes mobiles plutôt rurales, voilà. Donc, finalement, ça donne une grosse hétérogénéité de nos équipes mobiles et forcément, pour déployer plus largement ce modèle-là,
Ok. Hop. Et forcément, ça reprend. Et donc, deuxième limite au niveau des facteurs conjoncturels, c'est qu'on n'a pas pu en mesurer effectivement les effets. Donc, les facteurs conjoncturels, c'est les petits facteurs qui influençaient, qui étaient présents en bas du diagramme. Donc voilà, on n'a pas pu les hiérarchiser. On ne sait pas s'il y en a un à ce stade qui influe plus que les autres. Et puis, du coup, on ne sait pas à quel point ils sont susceptibles de modifier la prise en charge. En conclusion, donc c'est la télémédecine au sens large, c'est vraiment vu comme un outil supplémentaire. C'est surtout pas vu comme un outil qui vient remplacer l'intervention de l'équipe mobile. C'est un outil qui vient supporter l'intervention de l'équipe mobile, qui est bien adapté, ou en tout cas qui semble bien adapté aux motifs de consultation plutôt biomédicaux, surtout lorsqu'on a des interactions soignant-soignant. Ensuite, quand on prend donc les autres catégories du total pain, donc la douleur psychologique, sociale, spirituelle. Là, les équipes mobiles vraiment veulent favoriser la rencontre physique avec le patient, le résident, puisqu'il s'agit d'EHPAD. Autre chose qui ressort assez nettement, c'est que le cadre réglementaire et les cadres de financement sont encore un peu flous. Puisqu'il y a une sorte de tarification à l'activité des équipes mobiles de soins palliatifs, comment intégrer la télémédecine va venir modifier aussi les budgets qui sont alloués aux équipes mobiles de soins palliatifs. Et dans tous les cas, c'est des projets qui doivent absolument remporter l'adhésion de toute l'équipe mobile de soins palliatifs, mais aussi de tous les EHPAD qui vont être concernés et sur lesquels cette équipe mobile est susceptible d'intervenir. Et du coup, ça nécessite vraiment d'être co-construit et co-pensé avec tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Pour ta présentation et merci d'avoir aussi respecté le temps. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Comme ça, Clément, tu pourras les voir aussi en direct et sinon, je les lirai. En attendant, moi j'avais quelques petites questions. Alors parfois j'ai eu des petites coupures de son, donc si je pose des questions de choses dont tu as parlé, Clément, je m'en excuse par avance. Mais j'avais une question de méthodologie sur justement le choix des EHPAD. Et finalement, tu en as parlé un petit peu à la fin dans les limites, en disant effectivement que tu avais un choix très hétérogène dans les caractéristiques des EHPAD en fonction de leur intégration dans le tissu de services et de plateaux techniques de leur territoire. Et du coup, est-ce que tu as déjà pu voir des différences de réaction ou d'intérêt pour la télémédecine en fonction justement qu'on soit sur des EHPAD plutôt urbains, plutôt rurales, ou en fonction des différences que tu as sur les caractéristiques de tes EHPAD? Donc ça, c'était ma première question. Je voulais savoir aussi, peut-être que tu en as parlé, si les équipes mobiles que tu as pu interroger avaient déjà une expérience de télémédecine, étaient déjà utilisateurs de télémédecine ou l'avaient été dans une autre expérience professionnelle. Bref, si c'est un outil qu'ils avaient déjà manipulé et qu'ils connaissaient, ou si c'était pour eux quelque chose qu'ils n'avaient jamais utilisé et donc ils devaient réfléchir par un exercice d'imagination, mais sans avoir concrètement déjà utilisé l'outil. Voilà, c'est mes deux questions. Ok, merci beaucoup. Alors, concernant la première question, effectivement, alors c'est à mon avis pas assez puissant entre guillemets pour avoir une réponse ferme, mais effectivement, on se rend compte que les équipes mobiles qui sont plutôt urbaines, qui du coup se déplacent, enfin dont parfois les médecins se déplacent à vélo pour aller dans les EHPAD, eux trouvent quand même peu d'intérêt à l'utilisation de la télémédecine parce que finalement quand on est à 10 minutes de vélo de l'EHPAD dans laquelle on a besoin d'intervenir, on n'a pas forcément besoin d'utiliser une téléconsultation. À l'inverse, j'ai des équipes mobiles plutôt rurales qui me disent qu'elles ont des territoires d'intervention qui peuvent aller jusqu'à 75 km de leur lieu d'implantation, de leur bureau.
Et là, pour le coup, elles y voient un vrai intérêt parce qu'elles ont du mal à planifier déjà de base des interventions dans ces EHPAD-là parce que bah, finalement 75 km aller-retour, ça prend quasiment la matinée. Donc en fait, il faut déjà avoir une matinée de libre, sauf que ça arrive rarement d'avoir une matinée de libre rapidement, puisqu'elles ont des plannings assez chargés. Donc voilà, on peut voir un petit intérêt un peu plus marqué pour ces pour ces équipes mobiles, pardon, qui interviennent sur un grand territoire et donc qui sont plutôt rurales. Pour la deuxième question, je veux bien que tu me la rappelles, pardon. Du coup, il y en a une troisième même. La deuxième question, c'était de savoir si parmi les professionnels que tu as vus dans tes focus group des équipes mobiles, est-ce qu'ils avaient déjà été utilisateurs de télémédecine? Oui. Est-ce qu'ils connaissaient déjà l'outil? Est-ce que peut-être dans une autre expérience professionnelle ou dans le cadre de leur travail en équipe mobile? Alors, merci, oui, effectivement. Donc non, c'était un des critères d'inclusion des équipes mobiles, qu'elles n'aient jamais utilisé la télémédecine. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose on voulait pas qu'elles puissent, parce que souvent, alors là c'est le doctorant en informatique plutôt qui va parler, mais souvent quand on implémente une solution technique, au début on voit que les inconvénients de cette solution. Donc en fait, c'était soit il fallait trouver des équipes mobiles qui l'utilisaient depuis très longtemps pour pouvoir pour pas avoir ce fameux biais du début où je ne suis pas content parce que je vois plus le négatif que le positif ou à l'inverse, hein, je vois plus le positif que le négatif. Donc voilà, vraiment ça a été l'idée, c'était vraiment celle-là, c'était vraiment de prendre des équipes mobiles qui n'avaient jamais utilisé en pratique la télémédecine. Par contre, il y a une équipe mobile qu'on a interrogée qui elle, dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS, euh, commençait à se poser ces questions-là. En gros, elle avait été approchée par l'ARS qui leur disait bah, votre territoire est très grand, les EHPAD sont de plus en plus équipés, ils sont plus ou moins en demande d'expertise en soins palliatifs. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer enfin, comment vous imagineriez un projet de télémédecine? Donc, du coup, cette équipe mobile-là y avait déjà réfléchi, mais sans l'utiliser. Ok, d'accord, merci. Alors, il y a deux questions dans le chat. Une première question de Manon Moncotte qui te demande, merci Clément pour cette présentation, c'était très intéressant. Deux questions. Qu'est-ce qu'une situation complexe ou simple? Une bonne question. Et s'il restait des éléments à étudier ou analyser encore dans l'avancement de ton travail, ou est-ce que au contraire ta recherche est terminée? Alors, justement, la situation complexe versus situation simple, c'est quelque chose qu'on n'a pas été en mesure de définir par ce travail-là. Donc du coup, je continue à travailler sur cette question-là, mais plus largement dans le cadre de ma thèse, parce que là, dans le cadre de ma thèse, on est sorti des soins palliatifs purs et on est sur plus largement l'utilisation de la télémédecine en EHPAD. Donc, mais finalement, on se rend compte que même quand il y a une prise en charge d'escar ou de la dermatologie ou de la gérontopsychiatrie, eh bien, il y a quand même ce verbatim de situation simple et situation complexe qui ressort. Mais j'ai pas encore de définition, mais j'y travaille. Du coup, voilà. Maintenant, je vous ferai un update avec plaisir quand j'aurai un petit peu plus de, de biscuits sur ça. Et du coup, oui, il reste des éléments à étudier, à analyser. Alors, notamment concernant les fameux facteurs là qui viennent influencer l'utilisation de la télémédecine, notamment parce que, à mon sens, ils sont pas tous à mettre sur le même plan. Par exemple, quand je sais que la phase agonique, ça a été vraiment quelque chose qui est sorti tout de suite et dans toutes les équipes mobiles de soins palliatifs. Les questions de moyens aussi, c'est pareil, de moyens de formation, c'est quelque chose qui est sorti dans toutes les équipes mobiles de soins palliatifs, enfin interrogées. Donc du coup, je pense que donc oui, effectivement, il reste des éléments à étudier, à analyser, notamment concernant ces facteurs-là. Et puis ensuite, j'aimerais bien mener la même étude, mais cette fois côté EHPAD, pour voir si
les attentes des EHPAD vis-à-vis d'une solution de télémédecine en soins palliatifs, finalement coïncide avec ce que les équipes mobiles sont prêtes à faire. Parce que ça reste un dialogue entre deux établissements, entre deux structures. Et si s'il y en a une qui est prête à offrir quelque chose, mais que l'autre, ça ne répond pas à ses besoins, forcément, ça ne sera pas utilisé. Ok, super. Et c'était la troisième question que j'avais justement sur les attentes des EHPAD et comment faire en miroir justement cette même question du côté des EHPAD. Alors, je vais prendre encore une autre question, puis après, comme il est 10h30, on va continuer. Une dernière question de Cécile Fustenberg qui te demande, est-il possible de conserver le travail en pluridisciplinarité avec la télémédecine, ou est-ce principalement le médecin de l'EMSP qui est sollicité lors des interventions avec la télémédecine? Alors, très intéressant parce qu'effectivement, donc dans ces focus group, il n'y avait pas de donc quand on a composé les focus group, et quand on a sélectionné du coup les équipes mobiles, euh, il- c'était ouvert à tout le monde. Donc on a eu des compositions aussi hétérogènes à l'intérieur des équipes mobiles. Les médecins, globalement, très intéressés sur le versant biomédical pour discuter avec soit le médecin coordonnateur, soit le médecin prescripteur en EHPAD. Donc médecin, ça, aucun problème. Les médecins voient un vrai avantage. Les infirmiers, eux, ils voient un intérêt dans la téléassistance, donc notamment dans l'évaluation de la douleur, qui pourrait accompagner à distance avec les professionnels des EHPAD, ou dans les soins qui sont un peu douloureux ou un peu difficiles à réaliser. Donc là, les infirmiers, du coup, eux, voient pas l'intérêt dans la téléconsultation, mais beaucoup plus dans la téléassistance. Les psychologues, c'était très marrant parce que il y a dans un des focus group, il y avait une psychologue qui avait déjà fait de la téléconsultation de psychologie, alors pas en soins palliatifs, mais de la télé via une plateforme. Euh, et en fait, elle me disait, j'ai détesté cette expérience. Voilà, vraiment, ça c'est pas possible pour moi de faire de la téléconsultation de psychologie. Donc, a fortiori, dans un contexte de soins palliatifs. Et donc ça, tous les psychologues, à chaque fois que j'en ai eu dans 4 des 7 focus group. Eux, ils m'ont tous répondu pareil. Pas en psychologie, pas pour moi, intéressant pour mes collègues, mais pas pour moi. Mais dans la littérature, du coup, quand on cherche un petit peu, c'est assez marrant. Les psychologues sont pourtant plutôt ouverts à ça, trouvent que ça a plutôt un intérêt, notamment avec quelque chose qui s'appelle le paradoxe de la distance, où finalement d'avoir cette distance, d'avoir cet écran, ça aide à aborder certains sujets qu'on a plus de mal à aborder en présentiel, en face à face. Voilà. Donc ça c'est un peu ce qui est discordant avec la littérature et du coup ça peut aussi donner un angle d'attaque supplémentaire pour ce sujet et pour avoir plus d'informations. Ok, merci beaucoup Clément. Ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu viens de dire sur les psychologues. Peut-être que l'expérience du confinement les aura fait peut-être aussi un peu bouger là-dessus, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de psychologues qui se sont mis à faire des consultations en visio. Donc peut-être que ça va aussi bouger de ce point de vue-là, mais ce paradoxe que tu viens de présenter est effectivement assez intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour ta présentation et puis bon courage Merci à pour vous. la réalisation de ton travail.